Vous savez, depuis que j'ai claqué la porte de l'usine en 1960, c'est l'unique chose que j'ai faite jouer. Et bon sang, j'ai sorti quelques... J'ai... Sacré bon disque! Ringo Starr a fait bien plus que simplement marquer le tempo sur la scène mondiale en tant que batteur emblématique des Beatles. Il a sculpté une trajectoire absolument fascinante naviguant entre les méandres de sa vie privée et les exigences de sa vie professionnelle. Il a touché les étoiles, atteignant des sommets de célébrité inimaginables avec le groupe le plus adulé de la planète avant de plonger dans les abysses du deuil et de la tragédie personnelle. L'Odyssée de Starr est une leçon de résilience, une explosion de créativité et un témoignage vibrant du pouvoir indestructible de l'amour et de la fraternité. Pourtant, derrière ce sourire facile, il a gardé de lourds secrets cadenassés dans son cœur pendant des décennies. Tout récemment, du haut de ses 83 ans, Ringo a enfin brisé le silence, révélant les tensions internes des Beatles et la véritable raison pour laquelle le groupe fétiche de tout le monde a fini par imploser. Préparez-vous, nous embarquons pour une plongée vertigineuse dans l'intimité d'une légende loin derrière les paillettes du succès. C'est officiel, Starr rejoint les rangs des Beatles. Le 14 août, Starr accepte l'offre fatidique de John Lennon. Le destin s'accélère car seulement 2 jours plus tard, Brian Epstein, le manager du groupe, licencie sans ménagement leur batteur historique Pete Best. George Martin, le producteur visionnaire des Beatles, ne supportait plus le style de Best et le reste du groupe sentait qu'il y avait un décalage, qu'il ne faisait plus partie de la famille. Le baptême du feu de Starr en tant que Beatle officiel s'est déroulé le 18 août 1962 lors d'un bal de la Société horticole à Port Sunlight. Mais le lendemain, l'ambiance était électrique au Cavern Club. Les fans inconditionnels de Best, furieux de son éviction brutale, ont déclenché une quasi-émeute en hurlant « Pete pour toujours, Ringo !» Jamais. La violence a escaladé, un fan enragé a même collé un œil au beurre noir à George Harrison et le pauvre Epstein a dû se payer un garde du corps après avoir retrouvé les pneus de sa voiture lacérés au couteau. Heureusement, cette vague de haine initiale s'est vite dissipée. La toute première session d'enregistrement de Starr avec le groupe a eu lieu le 4 septembre 1962. Il racontera plus tard que George Martin le prenait pour un fou furieux, persuadé qu'il était incapable de jouer correctement, car Ringo tentait tant bien que mal de gérer les percussions et la batterie en même temps. L'humiliation a atteint son paroxysme lors de la deuxième session, une semaine plus tard, lorsque Martin a carrément remplacé Starr par un batteur de studio, Andy White, pour graver le premier single légendaire Love Me Do, ainsi que sa face B, P, S, I Love You, relégué au second plan. Starr a dû se contenter de jouer du tambourin sur Love Me Do et de secouer des maracas sur PS I Love You. Cet épisode a terrifié Starr, qui craignait par-dessus tout d'être éjecté définitivement, redoutant de subir le même sort cruel que Pete Best. Bien plus tard, Martin a clarifié la situation, expliquant qu'il ignorait tout du talent de Starr à l'époque et qu'il ne voulait prendre aucun risque financier. Heureusement, en novembre 1962, Starr avait conquis le cœur des fans. La foule l'avait adopté et commençait même à réclamer qu'il prenne le micro pour chanter. Soudainement, il s'est mis à recevoir autant de lettres d'admirateurs que les autres membres du groupe. Starr se sentait béni d'être enfin sur la même longueur d'onde que ses camarades, comprenant qu'il devait tisser des liens profonds, tant sur le plan personnel que musical, pour cimenter sa place au sein du groupe. Financièrement, il ne touchait qu'un minuscule pourcentage de la société d'édition de Lennon et McCartney Northern Songs, mais c'est véritable. Gain provenait de ses parts dans Beatles Limited, une entité alimentée par les recettes colossales des concerts. En repensant à cette existence après avoir atteint le sommet de la gloire, Starr a confié avoir passé 3 années entières à vivre dans les boîtes de nuit embrassant, un mode de vie festif ininterrompu, un peu comme son père avant lui. Il est devenu l'incarnation de cette ascension fulgurante vers la notoriété aux côtés des Beatles. L'année 1963 marque le moment où la popularité du groupe en Grande-Bretagne a littéralement explosé. Leur deuxième single, Please Please Me, a emboîté le pas à Love Me Do dans les classements britanniques et une apparition télévisée triomphale dans l'émission Thank You Lucky Stars a déclenché une avalanche de critiques élogieuses, boostant leur vente et leur présence radio.
À la fin de cette même année, la Beatlemania avait submergé la nation entière. En février 1964, les Beatles s'étaient transformés en une sensation internationale. Lorsqu'ils ont joué au Ed Sullivan Show à New York, ils ont pulvérisé tous les records en attirant 73 millions de téléspectateurs devant leurs écrans. Star est devenue une muse inspirant plusieurs chansons durant cette période, notamment I Want to Kiss Ringo Goodbye de Penny Valentine et Ringo for President de Rolf Harris. Même Cher a sorti son premier single sous le titre Ringo I Love You en 1964. Cette même année, les pins proclamant I Love Ringo sont devenus les produits dérivés des Beatles les plus vendus, s'arrachant comme des petits pains. Et ce n'est pas tout, la grosse caisse importée des États-Unis de Star arborait un logo Ludwig très visible, offrant à la marque une publicité gratuite et massive, ce qui a établi l'entreprise comme le premier fabricant de batteries en Amérique du Nord pour les 20 années suivantes. Lors des concerts survoltés, les Beatles ont perpétué la tradition du Star Time où Lennon plaçait théâtralement un micro devant la batterie de Star, provoquant des hurlements hystériques dans le public. La performance de Star dans le premier film du groupe A Hard Day's Night a été encensée par la critique pour son humour, pince sans rire et ses scènes muettes. Ce que les gens ignoraient, c'est que le réalisateur Richard Lester avait arrangé ces scènes car Star n'avait pas fermé l'œil de la nuit précédente et avait passé tout son temps à boire, arrivant sur le plateau avec une gueule de bois monumentale. Stein a attribué le succès critique de Star à sa simplicité charmante et authentique. Après la sortie du deuxième long-métrage des Beatles, Help, en 1965, la gloire de Ringo atteint des sommets lorsqu'il décroche la première place d'un sondage de popularité organisé par le célèbre magazine Melody Maker, validant son charisme unique. Cependant, l'ombre du passé planait toujours, car dans une interview explosive accordée à Playboy en 1964, Lennon avait lâché une bombe concernant l'ancien batteur Pete Best. John avait insinué que Best s'absentait souvent pour cause de maladie, ce à quoi Ringo a ajouté de l'huile sur le feu en prétendant que Best avalait des pilules pour se rendre délibérément malade. Cette déclaration incendiaire a poussé Best à traîner Ringo en justice pour diffamation, une bataille légale amère qui s'est éternisée pendant 4 longues années avant de se conclure. Finalement, l'affaire s'est réglée en faveur de Best. Mais revenons en juin 1964, juste avant que le groupe ne s'embarque pour une tournée mondiale titanesque passant par le Danemark et l'Australie. Le destin a frappé Ringo de plein fouet, terrassé par une fièvre carabinée, une phlébite et une amygdalite sévère. Il s'est retrouvé cloué sur un lit d'hôpital, incapable de tenir ses baguettes. En urgence, le batteur de session Jimmy Nicol a été parachuté pour le remplacer durant 5 concerts, vivant son quart d'heure de gloire avant que Ringo ne fasse son grand retour. Le soulagement fut immense lorsque Ringo a retrouvé ses camarades à Melbourne le 15 juin, reprenant sa place légitime sur le trône de la batterie, mais le répit fut de courte durée. En 1965, la folie de la Beatlemania avait atteint un seuil critique, devenant un véritable cauchemar psychologique pour le musicien qui craignait pour sa vie. L'horreur a culminé à Montréal lorsqu'il a reçu une menace de mort précise, l'obligeant à pivoter ses cymbales à la verticale pour s'en servir comme bouclier pare-balles durant le show. Cette pression constante détériorait la qualité de leurs prestations, Ringo avouant même qu'il devenait de piètres musiciens incapables de s'entendre jouer par-dessus les hurlements de la foule. L'éloignement s'est creusé davantage en studio, où Ringo se sentait de plus en plus exclu, alors que le groupe explorait des expérimentations sonores complexes ne nécessitant pas toujours de percussion. Souvent, il se retrouvait simple spectateur de l'évolution artistique de ses amis, une situation frustrante qui l'isolait au sein même de la formation qui l'avait aidé à propulser au sommet. Pendant que Paul John et George peaufinaient inlassablement les arrangements, Ringo tuait le temps en jouant aux cartes pendant des heures avec les roadies Neil Aspinall et Mal Evans. Il se sentait inutile, attendant qu'on daigne avoir besoin de lui, même s'il gardait le sourire, et exprimait sa satisfaction d'avoir au moins sa petite chanson habituelle sur chaque album. En août 1966,
La sortie de l'album Revolver, leur 7e LP au Royaume-Uni, a marqué un tournant avec l'inclusion du titre désormais culte Yellow Submarine. Ce morceau est devenu l'unique single numéro 1 des Britanniques où Ringo assurait le chant principal, prouvant qu'il pouvait aussi captiver le public avec sa voix et non seulement son rythme. Mais la lassitude des tournées était devenue insupportable, et plus tard ce mois-là, les 4 garçons dans le vent ont décidé de tirer leur révérence de la scène pour de bon. Leur ultime concert public, une performance expéditive de 30 minutes au Candlestick Park de San Francisco, a marqué la fin d'une époque révolue, laissant le monde sous le choc. Ringo a déclaré avec sagesse qu'ils avaient arrêté au moment opportun, estimant que 4 années de cette folie furieuse appelée Beatlemania étaient largement suffisantes pour n'importe quel être humain. Cherchant la paix, il a déménagé en décembre dans une somptueuse propriété nommée Sunny Heights à Weybridge, se rapprochant géographiquement de Lennon pour maintenir le lien. Pour le chef-d'œuvre de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il a prêté sa voix à l'inoubliable hymne de l'amitié With a Little Help from My Friends. Cependant, malgré le triomphe critique et commercial de l'album, les sessions d'enregistrement interminables n'ont fait qu'accentuer le sentiment d'aliénation grandissant de Ringo. Il confiait se sentir davantage comme un musicien de studio embauché à la journée, plutôt que comme un membre à part entière du groupe le plus célèbre de la planète. Le drame a frappé de nouveau en août 1967 avec la mort soudaine de leur manager Brian Epstein, laissant le navire sans capitaine et le groupe dans le désarroi total. Suite à cette tragédie dévastatrice, ils se sont lancés dans le projet cinématographique chaotique Magical Mystery Tour qui fut loin de faire l'unanimité auprès des critiques. C'est durant cette période floue que la passion de Ringo pour la photographie a pris le dessus, le propulsant au poste de directeur de la photographie pour ce film expérimental. En février 1968, Ringo a pris son indépendance en devenant le premier du groupe à chanter seul dans l'émission télévisée de la célèbre Cilla Black. Puis 20 novembre 1968, et la sortie par Apple Records de l'album éponyme plus connu sous le nom légendaire de The White Album ou l'album blanc. Le séjour spirituel de Ringo en Inde auprès du Maharishi Mahesh Yogi a été fructueux, lui inspirant sa toute première composition enregistrée officiellement, Don't Pass Me By. Malheureusement, son voyage spirituel a été écourté, car son estomac fragile ne supportait pas la cuisine locale épicée et la santé de ses enfants le préoccupait énormément. De retour à Londres, l'ambiance était toxique. Ringo ne supportait plus le perfectionnisme autoritaire de McCartney, ni l'attitude passive-agressive et distante de Lennon. La tension est devenue si insoutenable lors d'une session désastreuse pour l'album blanc que Ringo a claqué la porte, quittant temporairement le groupe pour s'exiler. Il est parti se réfugier en Sardaigne sur le yacht de l'acteur Peter Sellers, cherchant à fuir les querelles d'ego qui détruisaient l'harmonie du groupe de l'intérieur. C'est là en refusant un plat de poulpe lors d'un déjeuner que le capitaine lui a raconté comment ces créatures créaient des jardins sous la mer, inspirant ainsi la chanson Octopus's Garden. Bien qu'il soit revenu pour apaiser les choses, l'enregistrement de l'album Let It Be est fini de détruire ce qui restait de leur amitié, l'atmosphère étant glaciale et filmée en permanence. La toute dernière fois que les 4 légendes se sont retrouvées ensemble dans les studios d'Abbey Road remonte au 20 août 1969, une date historique. À peine un mois plus tard, John Lennon annonçait en privé son départ définitif, mais le secret a été gardé, laissant le public dans l'ignorance totale de la fin imminente. La rupture a explosé au grand jour lorsque Paul McCartney a officialisé son propre départ le 10 avril 1970, scellant le destin du groupe mythique. Peu avant cette annonce choc, une dispute violente avait éclaté entre Ringo et Paul, ce dernier refusant catégoriquement de décaler la sortie de son album solo. Paul voulait sortir son disque en même temps que le premier album solo de Ringo, Sentimental Journey, et l'album final des Beatles Let It Be, créant un embouteillage commercial. Malgré ce conflit fratricide, l'album de reprise de standards de jazz de Ringo a connu un beau succès, se classant 7e au Royaume-Uni et 22e aux États-Unis. Après cette incursion dans le jazz, Ringo a sorti Baucus of Blues, un album inspiré par la country qui fut malheureusement un échec commercial retentissant pour l'ex-batteur. Ne se laissant pas abattre, il s'est tourné vers le cinéma tout en continuant de prêter ses talents de batteur à ses anciens complices, prouvant sa loyauté indéfectible.
Il a ainsi joué sur les chefs-d'œuvre solo de ses amis, notamment sur le Plastic Ono Band de Lennon et le monumental All Things Must Pass de George et Harrison. En 1971, il frappe un grand coup en coécrivant le tube planétaire It Don't Come Easy avec son complice Harrison. L'année suivante, la star enchaîne avec Back of Boogaloo, qui devient son plus gros carton commercial au Royaume-Uni, prouvant qu'il pouvait briller en solo. Il ne s'arrête pas là et passe derrière la caméra pour réaliser le documentaire Born to Boogie sur T-Rex. Entre 73 et 74, la machine s'emballe. Il décroche 2 numéros 1 aux États-Unis avec les titres Photograph et You're 16, des morceaux phares de son premier album rock sobrement intitulé Ringo. Ce disque est une réunion de famille avant l'heure, incluant des contributions de Lennon-McCartney et Harrison. Il grimpe à la 2e place des charts américains et 7e chez les Britanniques. Les opus suivants, Goodnight Vienna et Ringo's Rotogravure, sortis respectivement en 1974 et 1976, connaissent un succès honnête sans égaler le précédent. Malheureusement, la fin des années 70 marque le début d'une pente descendante pour son aura commerciale, le public commençant à se détourner de ses nouvelles productions. Pour ne rien arranger, sa santé lui joue des tours en 1979, l'obligeant à une lourde opération intestinale, réminiscence d'une péritonite infantile mal soignée. Malgré ses épreuves physiques et professionnelles, il s'accroche et reste une figure incontournable du show business, refusant de se laisser oublier par les projecteurs. En novembre 1976, on le retrouve invité de marque au concert d'adieu mythique de The Band, immortalisé par Martin Scorsese dans le film The Last Waltz en 1978. Bien qu'il continue de sortir des albums à la fin de cette décennie, les classements sont cruels et ses ventes s'effondrent particulièrement sur ses terres natales au Royaume-Uni. Mais Ringo est un battant. Cependant, le destin frappe violemment avec l'assassinat tragique de John Lennon en décembre 1980, un choc planétaire. En hommage, George Harrison remanie les paroles d'un titre prévu pour Ringo All Those Years Ago pour en faire un adieu poignant à leur camarade disparu trop tôt. Avec Ringo martelant la batterie et Paul McCartney au chœur, cette chanson devient un hymne de deuil atteignant la 2e place aux USA et la 13e en Angleterre. Cette même année, Ringo lance l'album Stop and Smell the Roses. Le single phare Rack My Brain, composé par Harrison, parvient à se hisser à la 38e position américaine. Les années suivantes se transforment en parcours du combattant. Ses projets d'enregistrement rencontrent des obstacles majeurs, l'industrie musicale lui tournant peu à peu le dos. Même avec l'album All the Wave terminé en 1982, avec le producteur Joe Walsh, il peine incroyablement à trouver une maison de disques audacieuse. La situation empire en 1987 lorsqu'un projet d'album country produit par Chips Moman est purement et simplement jeté à la poubelle pour des soucis juridiques. C'est durant cette traversée du désert musical qu'il se réinvente de manière surprenante en devenant la voix du narrateur pour la série culte Thomas et ses amis. Il incarne aussi le chef de gare miniature dans le spin-off Shining Time Station, touchant ainsi une toute nouvelle génération qui ignorait parfois son passé de rockstar. Le véritable tournant personnel survient en 1988. Ringo décide enfin de soigner ses démons et entre en cure de désintoxication à Tucson, en Arizona. Ce moment de vérité marque sa renaissance. Désormais sobre, il focalise toute son énergie sur la relance de sa carrière, bien décidé à remonter sur le trône. En 1989, il lance le concept génial du Ringo Starr and His All-Star Band, entamant une tournée qui va redéfinir ses spectacles. C'est le début d'une formule gagnante qu'il répétera inlassablement, s'entourer de légendes de la musique pour jouer leurs tubes respectifs aux côtés de ses propres classiques. Sur sa lancée, il publie une compilation live de cette tournée triomphale de 89, prouvant qu'il n'a rien perdu de son charisme sur scène face aux foules. Il enregistre également une version émouvante de I Call Your Name, pour une émission spéciale hommage à Lennon entouré d'un super groupe composé de Tom Petty, Joe Walsh et Jim Keltner.
En 1992, il revient dans les bacs avec Time Takes Time, son premier album studio en 9 ans, invitant la crème des artistes du moment. Bien que la critique soit clémente, le succès commercial n'est malheureusement pas au rendez-vous, le public étant passé à autre chose musicalement parlant. Et la nostalgie va frapper fort en 1994 avec le projet The Beatles Anthology, qui permet de dévoiler 2 inédits, Free as a Bird et Real Love. Malgré l'engouement mondial pour ces titres, la réunion des 3 survivants tourne court. Harrison refusant catégoriquement de continuer l'aventure plus longtemps. Ringo ne se laisse pas abattre et continue de collaborer avec ses vieux frères d'armes, jouant notamment sur l'album Flaming Pie de McCartney en 97. L'année suivante, en 98, il sort 2 albums chez Mercury Vertical Man et un disque de Noël à Wannabe Santa Claus avant de quitter le label. Voilà qui résume le parcours solo tumultueux de star indissociable de l'héritage écrasant des Beatles, ce groupe qui a tout changé à jamais. Il serait criminel de ne pas s'attarder un instant sur cette formation mythique. On se demande souvent si l'alchimie était réelle ou fabriquée pour les caméras. Avec des personnalités aussi fortes et distinctes, comment ont-ils pu s'harmoniser aussi parfaitement sur scène et en studio pendant toutes ces années de folie? Plongeons maintenant dans les secrets inavoués et l'histoire fascinante de ce quatuor légendaire, bien au-delà de l'image lisse des débuts. L'histoire des Beatles, c'est celle de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. 4 garçons qui ont révolutionné la culture des années 60. Devenus le groupe le plus influent de tous les temps, ils ont débuté modestement avec le skiffle et le rock and roll brut des années 50. Rapidement, ils ont fait muter leur son intégrant de la musique classique, du folk des sonorités indiennes et même du hard rock psychédélique. Leur premier missile, Love Me Do, sorti en 1962, a allumé la mèche de la Beatlemania, une hystérie collective jamais vue auparavant. Dès 1964, ils étaient des superstars mondiales, menant l'invasion britannique qui a totalement bouleversé le marché pop américain. Épuisés par les hurlements des fans qui couvraient leur musique, ils arrêtent les concerts en 66 pour s'enfermer en studio et créer l'impossible. C'est là qu'ils produisent des chefs-d'œuvre comme Rubber Soul Revolver et l'iconique Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, repoussant les limites de l'art. Après leur séparation douloureuse, chacun a tenté de trouver sa voie, mais l'ombre des Beatles a continué de planer sur leurs carrières respectives jusqu'à aujourd'hui. C'est une saga faite de gloire, de trahison, de génie et de tragédie qui continue de fasciner le monde entier plus d'un demi-siècle plus tard. Dès l'aube des années 1970, chaque membre s'est envolé vers des carrières solo brillantes, mais le destin a frappé fort avec l'assassinat tragique de John Lennon en 1980 et la disparition de George Harrison en 2001, alors que Paul McCartney et Ringo Starr continuent de faire vibrer les scènes. Pourtant, l'ombre des Beatles plane toujours, restant incontestablement le groupe le plus vendeur de l'histoire, avec un chiffre astronomique de plus de 600 millions d'unités écoulées aux 4 coins du globe. Ils ne se contentent pas de vendre, ils pulvérisent les records de vente d'albums et de singles, accumulant un palmarès qui donne le tournis, raflant une multitude de trophées prestigieux, dont 7 Grammy Awards, et même un Oscar prouvant que leur impact dépasse la simple musique. Intronisés au panthéon du Rock and Roll Hall of Fame en 1988, ils ont été couronnés par le magazine Rolling Stone comme les plus grands artistes de tous les temps, une légende gravée dans le marbre. Mais attention, derrière cette façade étincelante et ces sourires pour les caméras, le vernis commençait sérieusement à craquer. Ce que le public ignorait, c'est que derrière ce succès planétaire se cachait un véritable champ de bataille émotionnel. Des tensions électriques et des discordes profondes minaient le groupe de l'intérieur, pavant la voie vers une dissolution inévitable et douloureuse. Les 4 garçons dans le vent se noyaient, et souvent dans des conflits personnels et professionnels insolubles. Prenons par exemple la relation fusionnelle et controversée entre John Lennon et Yoko Ono. Son intrusion permanente en studio n'était pas seulement gênante. Elle a brisé la sacro-sainte dynamique du quatuor, créant un malaise palpable à chaque prise de son. De son côté, Paul McCartney tentait désespérément de tenir la barre, mais son assertivité et son besoin de diriger la direction musicale étaient perçus comme de la tyrannie, entrant fréquemment en collision frontale avec les visions artistiques de Lennon et surtout de George Harrison.
Ce dernier bouillonnait de frustration, nourrissant le sentiment amer que son génie était étouffé, ses contributions étant systématiquement reléguées au second plan face à l'hégémonie du duo de compositeurs intouchables Lennon et McCartney. Pour ne rien arranger le chaos financier et une gestion catastrophique de leur empire commercial, on jetait de l'huile sur le feu exacerbant ces rancœurs déjà vives. La création d'Apple Corps, qui se voulait une utopie créative, s'est transformée en un cauchemar bureaucratique et une source majeure de désaccord sur la façon de gérer leur immense fortune. Ajoutez à cela le stress d'un emploi du temps inhumain, l'œil inquisiteur des médias braqués sur eux. 24 heures sur 24 et la pression d'une célébrité sans précédent dans l'histoire de l'humanité et vous obtenez un cocktail explosif. Les relations interpersonnelles étaient devenues un véritable labyrinthe toxique rendant le simple fait de maintenir une apparence d'harmonie quasi impossible. Au cœur de cette tempête, Ringo Starr tentait tant bien que mal de jouer les casques bleus, le pacificateur du groupe. Avec le recul, il n'a jamais caché la vérité. Au fil des années, il s'est montré d'une franchise désarmante sur les tensions souterraines qui rongeaient les Beatles, se confiant dans de nombreuses interviews explosives et dans ses mémoires. Starr a levé le voile révélant que la dynamique interne était à des années-lumière de l'image d'Épinal de la camaraderie joyeuse vendue aux fans. Il a confessé s'être senti exclu, presque comme un étranger lors des sessions d'enregistrement, particulièrement durant l'enfer qu'a été la production du White Album. La situation était telle qu'il a claqué la porte temporairement écrasé par un sentiment d'inutilité et étouffé par l'ambiance délétère des querelles incessantes. Starr a souligné que chacun d'eux luttait contre ses propres démons, ses insécurités profondes et ses frustrations accumulées. Il a peint un tableau sombre des derniers albums marqué non pas par la joie de créer, mais par des disputes violentes et un silence radio total entre les prises. Il est désormais limpide que malgré une alchimie musicale qui touchait au divin et un succès public inégalé, les Beatles étaient devenus un assemblage fragile d'individus aux ambitions contradictoires et aux égos blessés, ce qui a inévitablement précipité leur chute. Ringo Starr a d'ailleurs confirmé ces rumeurs d'animosité, validant ce que beaucoup soupçonnaient. Rupture officielle du groupe a sonné le glas d'une ère culturelle majeure. Mais n'oublions pas que l'un des catalyseurs principaux était le phénomène écrasant de la Beatlemania elle-même. Cette adoration de masse imposait une pression psychologique terrifiante et une surveillance maniaque de la part des fans hystériques et des tabloïds affamés. Vivre dans ce bocal a créé une atmosphère irrespirable où préserver un semblant d'équilibre entre vie privée et vie publique devenait une mission impossible. Le décès soudain de leur manager et mentor Brian Epstein en 1967 a été le coup de grâce, le moment de bascule. La disparition d'Epstein a laissé un vide sidéral déclenchant une guerre de succession interne brutale, notamment avec les tentatives de McCartney de prendre les rênes, une initiative très mal perçue par ses camarades qui y voyaient une prise de pouvoir opportuniste. La descente aux enfers de Lennon dans l'héroïne et sa relation exclusive avec Yoko Ono n'ont fait qu'élargir le fossé. Parallèlement, l'émancipation artistique de George Harrison en tant que compositeur de premier plan a ajouté une nouvelle couche de friction. Vers la fin des années 60, Harrison proposait des morceaux qui rivalisaient, voire surpassaient la qualité des œuvres de Lennon et McCartney, ce qui a nourri son amertume face au refus obstiné d'inclure davantage de ses chansons sur les albums. De plus, leur entreprise Apple Corps coulait à pic en proie à des problèmes de gestion calamiteux et des pertes financières abyssales. Le projet Get Back, censé être un retour aux sources salvateurs, n'a fait que mettre en lumière leur désunion tragique. Rebaptisé Let It Be et sorti en 1970, ce projet restera dans les mémoires comme étant marqué par des engueulades légendaires et une cacophonie relationnelle tant sur le plan musical que lors des réunions d'affaires glaciaires. C'est durant ces sessions maudites que Ringo a quitté le navire excédé par l'ambiance toxique suivie par Harrison qui a démissionné pendant 5 jours. L'année 1969 a été le théâtre de disputes féroces concernant le management. McCartney insistait pour que le groupe soit géré par ses beaux-pères, les avocats Lee et John Eastman, mais il s'est retrouvé seul contre tous les 3 autres, préférant le requin des affaires Allen Klein. La toute dernière fois que les
4 Beatles se sont retrouvés en studio, fut le 20 août 1969 pour mixer The End sur l'album Abbey Road, suivi d'une séance photo finale au domaine de Lennon à Tittenhurst Park 2 jours plus tard. Le couperet est tombé le 20 septembre quand Lennon a annoncé à ses comparses qu'il quittait le groupe cette fois pour de bon scellant le destin du groupe. Le 10 avril 1970, McCartney a rendu la rupture publique, confirmant la fin du rêve. L'annonce de leur rupture a fait l'effet d'une bombe médiatique déclenchant une tempête de scandales et exacerbant les rancœurs entre les idoles. Cette guerre juridique impitoyable s'est éternisée, la dissolution officielle n'étant actée que le 29 décembre 1974. Malgré les fantasmes incessants des fans espérant un miracle durant les années 70, les Fab Four ne se sont jamais les Fab Four ne formés au grand complet. On a toutefois assisté à quelques collaborations sporadiques, comme sur le titre I'm the Greatest de Ringo en 1973 ou l'émouvant All Those Years Ago de Harrison en 1981, réunissant 3 des légendes vivantes. Hélas, après l'assassinat tragique de Lennon en 1980, tout espoir s'est envolé. Les survivants se sont retrouvés pour le projet Monumental Anthology en 1994, utilisant la magie technologique pour ressusciter la voix de John sur des démos inachevées et offrir au monde Free as a Bird et Real Love. Le titre Now and Then, quant à lui, est resté dans les cartons jusqu'à sa sortie événement en 2023. Mais concentrons-nous sur Ringo Starr. Après avoir brillé en solo et navigué dans le show business, il est resté un pilier incontournable de l'industrie musicale bien au-delà des années 2000. Avant de plonger dans ses projets récents, il est impératif de lever le voile sur son intimité tumultueuse. L'odyssée amoureuse de Ringo, digne d'un roman feuilleton, débute véritablement par son mariage avec la coiffeuse Maureen Cox en 1965. Une union célébrée en grande pompe avec le manager visionnaire Brian Epstein comme témoin principal et George Harrison à ses côtés. Pourtant, derrière les paillettes et la naissance de leurs 3 enfants, Zach, Jason et Lee, le tableau idyllique se fissure rapidement. Leur mariage sombre dans le chaos ravagé par des infidélités notoires, jusqu'au divorce, prononcé en 1975. Le destin frappera encore cruellement lorsque la vie de Maureen sera fauchée par une leucémie foudroyante en 1994. Dévasté par ce deuil, Ringo finira par retrouver la lumière dans les bras de l'actrice et James Bond Girl, Barbara Bach, rencontrée sur le plateau du film Caveman en 1980. Leur histoire a failli s'arrêter net le 19 mai 1980. Le couple frôle la mort dans un effroyable accident de voiture à Londres. Si le crash fut d'une violence inouïe, Ringo et Barbara s'en sont miraculeusement sortis, un traumatisme qui a soudé leur amour pour l'éternité. Leur mariage en 1981 a ouvert un nouveau chapitre glamour rythmé par une vie de jet-setter entre leur résidence du Sussex de Los Angeles et le luxe de Monte-Carlo. Au fil des décennies, ils ont savouré les joies de la famille Ringo, embrassant son rôle de patriarche avec fierté. La naissance de sa petite-fille Tatia Jane Starkey en 1985 a fait de lui le tout premier Beatle à devenir grand-père. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En 2016, il franchit un nouveau cap en devenant le premier de la bande à être arrière-grand-père, cimentant son héritage familial. Au-delà de cette vie dorée, le couple Starbuck s'est illustré par une générosité sans faille, organisant notamment une vente aux enchères historiques de leurs biens personnels à Los Angeles en décembre 2015. Parmi les reliques sacrées proposées aux collectionneurs, se trouvait la batterie iconique Ludwig Black Oyster Pearl, celle-là même utilisée sur les tubes des Beatles, ainsi que des instruments offerts par George Harrison et John Lennon. Le clou du spectacle fut la vente de la toute première, copie pressée du White Album numéroté 000001. Cette vente légendaire a généré des recettes colossales, dépassant les 9 millions de dollars intégralement reversés à la Lotus Foundation, l'organisation caritative créée par le couple pour soutenir diverses causes humanitaires. Musicalement, Ringo n'a jamais raccroché les baguettes. En 2002,
Il est honoré par le Percussive Arts Society Hall of Fame. L'année suivante, pour marquer le premier triste anniversaire de la mort de George Harrison, il livre une performance bouleversante lors du concert For George, reprenant avec émotion Photograph et Honey Don't de Carl Perkins. En 2003, il sort l'album Ringorama, qui inclut un hommage poignant à son ami disparu intitulé Never Without You, tout en lançant le label Pumpkinhead Records avec Mark Hudson. 6 ans plus tard, les fans exultent lorsqu'ils retrouvent McCartney pour le concert caritatif Change Begins Within et lors de la conférence Microsoft à l'E3 pour le lancement du jeu vidéo The Beatles Rock Band. Infatigable Ringo enchaîne les albums comme Why Not en 2010 et Ringo 2012 prouvant sa longévité. Il a aussi sillonné le monde notamment avec sa tournée du Pacifique accompagnée de son All-Star Band. Les retrouvailles scéniques avec Paul McCartney aux Grammy Awards de 2014 sur le titre Queenie Eye restent mémorables. Son album de 2015 Postcards from Paradise a juste précédé son intronisation tant attendue au Rock and Roll Hall of Fame en tant qu'artiste solo. Toujours prolifique, il publie Give More, Love en 2017. En 2019, il dévoile son 20e album studio What's My Name. En décembre 2020, il offre au public l'hymne Here's to the Nights, single phare de son EP Zoom In, qui verra le jour en mars 2021. Il ne s'arrête pas là et sort l'EP Change the World en septembre 2021, annonçant avec excitation son grand retour sur les routes avec son groupe pour février 2022. Hélas, le sort s'acharne, plusieurs dates prévues en juin 2022 sont reportées à octobre à cause d'une flambée de cas de Covid-19 au sein de son équipe. La malchance continue lorsque Ringo lui-même doit faire face à des problèmes de santé devant annuler un concert en octobre 2022 pour une affection vocale avant d'être testé positif au virus. Mais rien n'abat la légende en janvier 2023. Ringo annonce une nouvelle tournée printanière avec son All-Star Band prête à repartir. Il a rajouté une série de dates de concerts supplémentaires, à l'automne bouclant cette phase d'hyperactivité par la sortie d'un tout nouvel EP intitulé Rewind Forward. Ce projet a débarqué dans les bacs en octobre 2023. À 83 ans, son énergie vitale reste hallucinante, mais ne vous y trompez pas, son parcours n'est pas linéaire. C'est une véritable montagne russe émotionnelle, une vie marquée par des amours intenses, des pertes déchirantes, et tout le chaos qui règne entre les deux. Osons jeter un regard indiscret derrière le rideau doré de la célébrité. La vie de Château a ses revers, et en octobre 2021 tout a failli basculer. Il s'est retrouvé englué dans une polémique majeure, son nom apparaissant en gras dans les dossiers brûlants des Pandora Papers, ces fuites qui ont mis à nu certaines pratiques. On parle de montage financier discret impliquant l'élite mondiale et des stars usant de paradis fiscaux pour contourner habilement certaines obligations contributives. Sur une note beaucoup plus intime et légère, notre icône a adopté un régime végétarien strict. Le détail qui tue. Il est sévèrement allergique à l'ail et aux oignons. Au-delà de son assiette, il a fait de la méditation quotidienne son arme secrète, y trouvant un refuge indispensable et une sérénité absolue face à la pression. C'est dans ce calme qu'il puise sa force. Tout au long de sa carrière, il a incarné sa devise légendaire, répétant à l'envi son mantra signature « paix et amour ». Ces mots ne sont pas du vent. Il résume sa philosophie profonde et cimente un héritage durable qui dépasse largement son rôle de musicien et d'humanitaire. Voilà pour les dernières nouvelles croustillantes. Merci infiniment de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, il faut absolument voir la vidéo qui s'affiche boum sur votre écran en ce moment même. Elle contient des révélations pépites que vous ne voulez absolument pas rater, croyez-moi sur parole.